Bonjour tout le monde, je vous demanderai de prendre place, s'il vous plaît. Bienvenue à cette soirée SMPTE. Bienvenue à Radio-Canada. Mon nom, c'est David Beaulieu. Je travaille ici à l'Ingénierie Média. Je suis content de vous accueillir pour cette deuxième édition du Speed Dating. Cette année, c'est un petit peu particulier. On fait deux soirées. Une soirée manufacturier puis une soirée distributeur qui va être la semaine prochaine, mardi prochain d'ailleurs. J'en profite pour faire de la pub tout de suite. Je voudrais premièrement remercier tous les membres qui sont allés voter pour les nouveaux directeurs. On a eu 3 nouveaux élus, c'est-à-dire moi-même. Quelqu'un qui peut m'aider? Merci. Merci de m'applaudir. Daniel Despa, qui a été réélu, je crois. OK, là, je n'étais pas prête. C'est qui le troisième? Gilles? Ah, Gilles, bravo Gilles, excuse-moi. Bravo pour Gilles. Et ainsi, François Bordia qui a été nommé officiellement secrétaire, parce que ça fait 3 ans qu'il fait la job pareil. Alors, on a eu un record, on a eu un très beau taux de participation pour le vote, mais c'est sûr, il y a encore place à l'amélioration. Je vous dirais qu'on est rendu à peu près au niveau comme le taux de participation des élections municipales. Fait que, ça s'en vient bien, là, tu sais. On monte la tendance. Fait que, juste pour faire annoncer un peu les prochaines soirées, je l'ai dit tantôt, mardi prochain, on a la prochaine soirée Speed Dating des distributeurs. J'en reparlerai à la fin de la soirée. Il va y avoir le bootcamp technologique qui va être le 12 juin aussi. Je pense qu'on peut déjà s'inscrire sur Eventbrite. On va. Oui, je savais. Toutes les informations sont là. On va les repasser aussi pendant la pause. Puis aussi, le tournoi de golf SMPTE qui va être le 13 août au très beau golf des îles de Boucherville. Fait que je vous invite. Moi, j'ai personne dans mon foursome. Fait que je suis bien bon. Je passe le message. Fait que ce soir, soirée speed dating des manufacturiers. Je vous rappelle un petit peu le fonctionnement. En fait, chaque manufacturier va avoir 15 minutes top chrono. C'est moi qui vais être le chrono avec le chrono iPad. C'est ça, puis ça inclut les questions. Fait que si au bout de 15 minutes, il y a encore des questions, on arrête ça là. Gardez vos questions pour la fin. Là. Je suis sûr qu'en sortant, là, les gens vont être très contents d'y répondre. Là. Mais c'est juste qu'on va faire ça très serré pour être sûr qu'on rentre dans le temps et qu'on ne finisse pas à 10 h le soir. Là. Donc, en ordre, ce soir, on a les gens de chez Dalet, Grass Valley, Sony, Ross, Avid, ainsi que Imagine Communication et Quantium. Ensuite, c'est la fin. On prend-tu une pause au bout du 4e, c'est-à-dire après Ross? Je te mets dans mes cartons. J'ai toujours rêvé de dire ça. OK. Fait que j'inviterai les gens de chez... En fait, j'inviterai Luc Comeau de chez Dalet à venir en avant. Luc, tu vas être tout seul? Ouais, oui. Ça? OK, excellent. Luc, il est senior business development chez Dalet depuis 23 ans. Je vous rappelle que Dalet a 24 ans. Donc, vous donnez une idée de son implication dans l'entreprise. Toi, t'es marqué, t'es bon? Fait que je vous laisse avec Luc. Télécommande, je note ça. Et voilà. Fait que, recule, avance. Ça, c'est le laser. Puis ça, ici, ça fait un blank dans l'écran. Celui du bas. Parfait. Fait que, attention. Bon, alors on commence. Bonjour tout le monde, mon nom est Luc Comeau, je suis le Senior Business Development Manager pour Dalet. Je vais faire une présentation rapide des principaux sujets et solutions qu'on a abordés durant le dernier NAB. Et voilà. Juste comme introduction, Dalet est un éditeur logiciel depuis 24 ans qui adresse les besoins du marché des diffuseurs et des producteurs de contenu. Nous sommes une société cotée en bourse. Dalet enregistre une forte croissance constante, ce même à travers la crise financière de 2008. Notre liste de plus de 900 clients couvre les différents marchés de radio, télévision, nouvelles, post-prod, gouvernementaux et entreprises. Avec 18 bureaux dans le monde et un effectif de plus de 370, Dalet a la capacité et les moyens de mettre en œuvre des projets d'envergure complexes et de continuer à innover dans ces marchés. Alors, comment on aide nos clients? On facilite les broadcasters
à faire la transition des workflows séquentiels et linéaires, centrés autour des tâches fichiers, typiquement, à des workflows orientés alentour de MAM, ou Media Asset Management, basés sur des assets de ce catalogue. On améliore l'expérience utilisateur en offrant des outils intuitifs pour les tâches quotidiennes afin d'augmenter la productivité et la distribution des assets riches, c'est-à-dire des différents types de médias et métadonnées. Aussi, on leur permet de redesigner et d'optimiser les workflows, c'est-à-dire de repenser un peu comment on travaille et de redessiner ça très facilement. Il y a 3 changements simultanés en ce moment dans l'industrie qui rend l'environnement un peu flou et instable. D'abord, l'évolution des modes de consommation. Le consommateur consulte de plus en plus le contenu à travers une multitude de supports et du contenu en direct ou en différé, c'est-à-dire on demand. Ceci provoque un premier challenge ou une opportunité pour les fournisseurs et diffuseurs de contenu. En combinant ensuite les évolutions de la technologie, les nouvelles technologies que les diffuseurs et distributeurs doivent maîtriser, c'est-à-dire l'IT, la virtualisation, les nouveaux formats, demandent alors une adaptation assez rapide à ces nouvelles réalités tout en utilisant les nouvelles technologies de production et de distribution. C'est déjà un challenge en soi qui est rendu d'autant plus complexe par l'apparition de nouveaux acteurs qui créent de nouveaux terrains de compétition. Leur modèle de revenu traditionnel est remis en cause par ces nouveaux arrivants. Nous sommes convaincus que pour aider les diffuseurs à faire face à ces challenges, le point clé est de structurer l'ensemble du contenu média autour des métadonnées. Tout commence au niveau des producteurs de contenu, où il faut leur fournir des outils simples pour capturer et enrichir les métadonnées tout au long du processus de production sans affecter leur performance. Ces métadonnées seront alors utilisées pour automatiser et enrichir la livraison multiplateforme. La métadonnée est donc un élément clé pour contrôler les coûts et optimiser le workflow. De plus, un nouveau paradigme se met en place où le MAM est maintenant capable de recevoir des métadonnées et statistiques qui documentent les modes de consommation ainsi que le feedback du public. Ça permet au public d'avoir une influence indirecte sur la chaîne de production qui permet encore une fois d'optimiser l'investissement fait et de se concentrer sur le contenu à plus haute valeur. Finalement, pour enrichir l'expérience utilisateur sur les divers écrans consommés, le MAM peut puiser les métadonnées riches dans des bases ouvertes comme Semantic Web. Le MAM doit donc avoir une structure de métadonnées flexible et robuste, et ce grâce à un lien fort entre les assets et les métadonnées, où le MAM peut devenir un véritable outil qui optimise à la fois pour fin de production de contenu et l'expérience consommateur. Alors, quelle est notre offre? Dalet propose d'abord une plateforme logicielle unique qui, à sa fondation, repose sur un riche catalogue multimédia. En back-office, ces services de gestion des médias facilitent les tâches d'acquisition, de migration, c'est-à-dire tous les mouvements nécessaires des médias à travers les différents types de stockage, et la transformation. L'orchestration de leurs tâches utilisateurs, les outils et les intégrations sont rendus transparentes par notre BPM, ou Business Process Management Engine. Notre BPM permet à la fois le contrôle en temps réel et l'analyse de performance ou KPI, qui veut dire Key Performance Indicators. Dalet intègre déjà avec plus de 100 systèmes tiers qui couvrent tout sous la bannière d'automation, système de trafic, QC, transcoding, closed caption, speech to text et beaucoup d'autres en plus. Nous offrons aussi l'accès à toutes les fonctions de notre plateforme à travers notre Web Services API. Tous les workflows et outils partagent la même plateforme. Cette richesse au niveau des outils utilisateurs permet à nos clients de bénéficier d'une application qui peut offrir les workflows end-to-end.
La flexibilité de notre solution nous permet d'adresser divers segments du marché des médias et avons packagé les modules et workflows pour chacun de ces segments. Toutes ces solutions se reposent sur notre plateforme Galaxy qui peut facilement évoluer en taille et en fonctionnalité. Pour répondre aux demandes de certains segments de marché, nous proposons maintenant des solutions clés en main. Le premier de ces packages est NewsPack, idéal pour des newsrooms ou des salles de nouvelles de stations locales. L'acquisition de Amberfin, dont on a annoncé au NAB, est la conséquence de notre désir d'offrir la plateforme de Media Asset Management la plus complète dans le marché. La spécialité d'Amberfin est dans la manipulation, la transformation et l'analyse des médias. Leur approche est fondamentalement d'assurer la plus haute qualité possible du contenu en appliquant à la fois un ensemble d'algorithmes et de technologies propriétaires à chaque étape de transformation, mais aussi en contrôlant la qualité auprès de chaque transformation. Bien sûr, la spécialité d'Alert, c'est dans la gestion des workflows. Nous restons fidèles à notre approche où à la fois notre plateforme de MAM et la ligne de produits ICR resteront des solutions ouvertes qui pourront s'intégrer avec les autres acteurs du marché. Alors, Amberfin offre une ligne de produits complète pour l'acquisition, intégrant à la fois le transcoding, le contrôle de qualité avec optimisation en fonction des codecs choisis et une seule passe, ce qui fait que le contenu est donc prêt à consommer et distribué dès l'acquisition. Le transcoding, le management des closed captions et le contrôle de la qualité, aussi bien au niveau des fichiers ou en tape ingest, se reposant sur les diverses solutions de marché pour offrir une analyse complète et détaillée. Le Universal Quality Control assure un contrôle de qualité de toutes les étapes de ces opérations. L'approche Amberfin est simple: transform untrusted source into trusted content. Ensuite, Dalet Brio. C'est notre plateforme innovative et rentable pour les clients de diffusion à la recherche de solutions ouvertes, soit en complément ou en remplacement de leur serveur vidéo existant. Brio existe en une variété d'entrées-sorties ou combinaisons de stockage local et central, directement reliées à un SAN ou dans une configuration hybride. Des unités peuvent être ajoutées facilement à une solution d'alerte existante ou d'autres, sans interruption de système. Le serveur contient une suite d'applications pour couvrir une variété de tâches, comme l'ingest, la diffusion, avec des capacités de contrôle externes via l'API, bien sûr, ou VDCP. Enfin, Brio permet aussi la conversion à la volée du signal vidéo ainsi que la modification du format d'image up-down cross-convert, tout en supportant un très large éventail de codecs formats. Tous les formats peuvent être lus un à la suite de l'autre de façon transparente avec conversion si besoin. Et finalement, Dalet Brio comprend nativement les capacités de branding simples comme l'insertion de logos, tickers et des animations. Pour terminer, il y a une synergie évidente entre les technologies de virtualisation, le cloud et le MAM. Pour répondre aux besoins changeants de nos clients, l'élasticité et les modèles de prix offerts par le cloud permettent maintenant une optimisation des coûts et une réactivité beaucoup plus accrue. Ces technologies permettent aussi de dématérialiser l'infrastructure et la localisation des médias, ce qui offre des modèles de production distribués et un accès global au contenu. À ce titre, Dalet a donc validé déjà sa plateforme avec VMware pour la virtualisation, EC2, et intégré avec divers providers de solutions cloud, dont on a démontré au NAB, publics et privés comme S3, CloudFront, Streaming, etc., etc. Alors, ça complète une vue d'ensemble de ce qu'on a présenté au NAB. S'il reste du temps, je peux prendre des questions. Yes. Sinon, merci. Merci beaucoup, Luc. Je voulais juste mentionner que c'est Sonotechnique qui nous a
qui a invité d'aller à la soirée. J'avais dit que je mentionnerais, fait que j'ai oublié tantôt. Merci. Prochaine présentation, c'est M. Denis Paré de chez Grass Valley, qui est directeur des ventes au Canada. Fait que je vous laisse avec Denis. Go! Si. Le son, ça fonctionne? Oui. Bonjour, mon nom est Denis Paré de chez Grass Valley. Ça commence bien. Donc, pour aller de l'avant, c'est celui-là. Non, celui-là ici. Okay. Donc, on va faire au niveau de l'agenda, on va parler de l'intégration de Miranda et de Grass Valley. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ça? On va faire une revue rapide du portfolio. Et si on a le temps, on va parler de 3 petits produits qui sont méconnus, je pense, dans le marché du Québec. Donc, soit le GV Stratus, les caméras LDX et le Dyno Replay. Donc, Miranda Grass Valley, une intégration. Donc, Miranda, le nom Miranda disparaît. C'est déjà d'ailleurs tout disparu. C'est le nom Grass Valley qui reste. Marco Lopez, qui était le président de Miranda, devient le président de la nouvelle entité qui est Grass Valley. Le siège social de Grass Valley s'en vient à Montréal, ou demeure à Montréal. C'est une bonne nouvelle. Et la fabrication des produits comme les routers, les switchers, ça s'en vient à Montréal aussi. Ce qui fait qu'on va agrandir le building qu'on a à Saint-Laurent présentement de 35 000 pieds pour pouvoir accommoder cette nouvelle production-là. Donc, en gros, c'est au niveau de l'intégration. Et comme vous avez peut-être pu voir, le mauve reste aussi. En termes de produits, qu'est-ce que ça représente? Donc, tous les produits qui étaient de Miranda demeurent des produits, maintenant Grass Valley. Le router Trinix doit céder sa place au router Envision, donc qui était dans la gamme Miranda. Les interfaces Grass Valley cèdent la place à la série Densité. Le GV Edge cède sa place à le ITX, qui était chez Miranda. Et tout le reste, c'est vraiment complémentaire. C'est une ligne qui est vraiment complémentaire entre Miranda et Grass Valley, ce qui fait qu'on est en mesure d'avoir, on va faire une revue du portfolio, on offre une solution vraiment d'un bout à l'autre, en fait, de façon à adresser plusieurs gammes de marché, bas de gamme, aller jusqu'au haut de gamme. Donc, une revue rapide. Au niveau de la production, donc on a les switchers traditionnels qui sont les Cayenne et les Carrera, système d'automation de production Ignite Connect, et le GV Director qui se trouve à être un système de clips graphiques. On fait de l'édition pour des petites productions. On peut même faire aussi un système de multi-images incorporé dans le GV Director. Au niveau des routers, on offre, Grass Valley offre des routers de 4x10 jusqu'à 1156. Ici, ce qu'on montre, c'est la fameuse gamme Enterprise et qui permet de faire du SD, HD, 3 GB, mode hybride, et qui permet aussi de faire même du 4K à partir des mêmes routers. Au niveau des multi-images, Miranda était un pionnier et le demeure, donc c'est tous les produits Miranda qui demeurent ici. Donc dans la gamme Grass Valley, maintenant, on a du 8x1, aller jusqu'à du 1156 par 288, comme on peut voir. Il y a quand même une grande gamme à ce niveau, au niveau des multi-images. Au niveau des caméras, la série LDX, donc on a une série à l'épaule, une série compacte, une série studio, on a ainsi que les accessoires, on va y revenir un petit peu plus tard si on a le temps. Le Dyno Replay System, donc qui permet de faire pour les sports, donc faire du replay en slow-mo aussi, donc on va en parler un peu plus tard si on a le temps. K2 Summit, K2 Solo, 2 produits qui restent de la gamme Grass Valley et qui sont le Solo est une nouvelle plateforme, plus petite plateforme. Au niveau des systèmes d'édition, Edius, le T2, qui sont des systèmes d'édition chez Grass Valley aussi.
On parle de système de Content Asset Management, GV Stratus, qui est, on va en reparler un peu plus tard, GV Stratus. Donc, c'est une grande gamme de switchers qu'on a. Donc, on va du Cayenne jusqu'au GV Director. Au niveau du Envision, les routers. Au niveau du Calido multi-image, les caméras LDX, le Dino Replay System, les serveurs K2, les systèmes d'édition EDIUS et GV Stratus, et sans oublier les interfaces densité, donc vraiment pour offrir une solution end-to-end en production. Si on veut parler aussi un peu de Playout, j'y toucherai pas, j'irai pas beaucoup plus loin que ça, mais en Playout, on parle de ITX. Ici, on a le système de graphique Vertigo. Au niveau du captioning, c'est la série Softel, K2 Summit. Et un nouveau joueur ici que, éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir en parler dans un autre SMPTE, qui est un Cloud-Based Playout qu'on a introduit au NAB cette année, qui s'appelle Stratus Playout. Oups, ici. Et bien entendu, tout ce qui va avec le playout pour arriver à faire une mise en onde complète. GV Stratus. Donc, qu'est-ce que c'est GV Stratus? En un seul mot, c'est un set d'outils de production dans une seule application. Donc, si on voulait résumer ça, c'est comme si on avait une tablette et qu'on achetait ou qu'on installait un paquet d'applications avec lesquelles on veut travailler pour pouvoir opérer. Donc, c'est un outil de content management qui va vous permettre qui assiste à l'ingest, à l'édition, l'agrégation de contenu, logging, transfert, ainsi que le playout. Permet aussi de gérer les flux de contenu et de métadata. Donc, il s'intègre aussi avec des outils tels que EDIUS, mais aussi avec les outils d'Apple, Avid, Adobe. Peut faire du low-res avec EDIUS. Permet aussi de fonctionner en mode avec des systèmes de Newsroom Computer System. Et peut s'intégrer à des tierces parties à travers un API. C'est bon. Donc, un écosystème de Stratus ici. Donc, on peut voir ici le Stratus et l'intégration avec tous les différents devices. Donc, c'est vraiment pour faire de la gestion de contenu. Il y aurait eu place probablement à faire 15 minutes juste sur ce produit-là, ici. LDX, les caméras et le Dino Replay. Donc, on a la terminologie. La LDX est une caméra qui est pas connue, la LKX, qui était celle qui l'a devancée, a été un petit peu plus connue. Maintenant, au Québec, la LDX est relativement nouvelle. C'est une seule caméra et la façon qu'elle adresse le marché, c'est que quelqu'un qui a besoin d'une production, on peut acheter une caméra d'entrée de base à 720p et on va faire une production un jour à du 1080p. On peut soit prendre la caméra et l'upgrader à partir d'une licence à du 1080p ou tout simplement, si c'est une production temporaire, on peut tout simplement louer la licence pour une semaine et l'opérer en du 1080p. Et c'est exactement la même caméra qui va faire du 1080p ainsi que du 720p. C'est la même caméra aussi qui pourrait permettre de faire dans les... Oups, je vais un petit peu trop vite. Recule. Okay. Ici, la même caméra qui permet de faire 6 fois la vitesse. Donc, on peut enregistrer en temps continu à 6 fois la vitesse, ce qui permet aussi d'aller faire de l'édition éventuellement à une demi-heure plus tard. Donc, on peut aller chercher un contenu une demi-heure plus tard et le jouer en slow-mo. Je vais revenir avec le dyno sur ça. On a aussi le CCU qui est intéressant ici, la façon qu'il est présenté. C'est qu'il y a une cage où le CCU est inséré. Donc, cette cage-là garde toute la connectivité, tous les connecteurs sont là, ainsi que la mémoire du setup de cette caméra-là dans ce studio-là. Donc, si on déménage la caméra et le CCU d'un studio à l'autre, on part avec
le CCU et on le fait juste le glisser dans la cage de cet autre studio-là et il va se configurer à la dernière configuration de ce nouveau studio-là. Ce qui permet de transporter les caméras de un à l'autre sans avoir à reconnecter le tout et à reconfigurer le CCU à chaque fois. Donc, au niveau du high speed que j'expliquais, donc la caméra high speed qui peut aller jusqu'à 6 fois la vitesse en du 1080i ou 720p, 3 fois en du 1080p, ce qui en fait et qui continue à enregistrer de façon continue, comparé à d'autres caméras où on peut enregistrer seulement un certain segment et on doit clairer la mémoire pour pouvoir aller à autre chose. Donc, cette caméra-là fonctionne très bien avec le Dyno C6 qui permet d'aller en mode ralenti. Oui, justement ici. Donc, on peut aller en mode ralenti durant notre replay à fast-forward pendant le replay. Donc, on n'est pas obligé de prendre une séquence qui débute à 6% de la vitesse et qui va aller jusqu'à 6% de la vitesse jusqu'à la fin. Donc, ça nous permet de jouer et d'avancer. Donc, dans un exemple ici où on parle d'un baseball où on frappe la balle, on peut ralentir la balle pour aller voir quand il va frapper la balle. On accélère la balle jusqu'à temps qu'elle arrive au shortstop et ralentit sur le shortstop pour attraper la balle, et etc. Donc, c'est le genre d'effet qu'on peut faire avec le C6 du Dyno. Et, bien entendu, il faut que ça fonctionne avec la caméra qui permet d'enregistrer à 6 fois la vitesse. On faisait une démonstration technologique aussi au NAB avec la LDX 4K qui permet, c'est exactement la même caméra, le même front, le même capteur. Et ce qu'on présentait, c'était la première caméra broadcast 4K. Donc ici, en 4K, qui a exactement la même sensibilité au niveau du dynamic range que le 720p et 1080i, et qui permet aussi d'utiliser les caméras les lentilles broadcast pour être montées sur la caméra. Donc, on en faisait la démonstration technologique au NAB dernier. Wow, il me reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Wow. Vous travaillez sur le nouveau logiciel de contrôle et tout ça. Quand est-ce que ça va devenir plus le nouveau logiciel de contrôle, les possibilités d'annonce sont probablement au NAB, pas au NAB, au IBC. Par contre, ça pourrait aller au NAB l'année prochaine avant qu'on en fasse l'annonce officielle. Oui. J'ai mal entendu au début quand tu parlais du ITX. Tu disais-tu que c'est un produit de Grass Valley qui va le remplacer? Non. Ou ITX reste le contraire. GV Edge, qui était un produit compétitif qui était basé sur la plateforme du K2. Et ce produit-là va être remplacé par le ITX. La raison pour laquelle on l'a fait, c'était 2 excellentes plateformes, mais c'était au niveau de l'install base, parce qu'on a, dans le monde des ITX, il y a entre 1500 et 2000 chaînes qui sont présentement installées avec ITX, versus GV Edge, qui avait seulement une centaine de chaînes qui avaient été déployées à date. Donc, c'est la raison pour laquelle on est resté avec ITX. Okay. Au niveau technologique, c'était 2 excellentes plateformes. Il n'y a pas de raison particulière autre que commerciale. Puis le concept de la caméra que tu parlais, tu peux louer la licence, oui. Par exemple 1080p. C'est-tu directement de Miranda que tu louerais ou non. Tu loues d'un distributeur quelconque? Ou... Pas de Miranda, de Grass Valley. Ah. À ce niveau-ci, ça peut être distributeur dépendant comment est-ce que le réseau de distribution est réglé. D'ailleurs, on est pour parler avec nos réseaux de distribution là, pour voir comment est-ce qu'on va gérer ça. On va annoncer le tout pour le 1er juillet. Comment est-ce que la distribution au Canada va se faire des produits Grass Valley. Est-ce que ça répond à ta question, Daniel? Merci. D'autres questions? Il reste 45 secondes.
42, 41. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Par la suite, je cède la parole à Richard Bourbonnière, directeur des comptes pour l'Est du Canada chez Sony. Exact. Test, 1, 2, test. C'est bon, Denis? Daniel? C'est bon? Recul, avance, laser, puis blackout. D'accord, je vais me coucher. OK. Bonsoir. Simplement, qu'est-ce que je vais faire ce soir? C'est comme si on ferait... Bonsoir à tous. On va faire comme une sorte de boot tour que je fais avec chacun de mes clients. Je m'excuse pour ceux qui ont fait les boot tours, ça va ressembler un petit peu redondant. Bernard, je m'excuse. Mais généralement, ça va vous donner une idée de ce qui se passe chez Sony quand vous venez à notre kiosque pour faire justement le boot tour ou le tour du client, disons. Simplement, ça c'est l'avantage ou directement l'avant du boot. Et la première place que vous allez voir, simplement, c'est juste ici, il y avait un écran d'à peu près 50 pieds de large. Il y avait 2 projecteurs de 21 000 lumens 4K qui shootaient justement un match de soccer ou d'autres séquences. C'était quelque chose qui était vraiment, vraiment beau à voir. C'était full 4K. Et des projecteurs 4K, ça donnait une image vraiment, vraiment impressionnante. Puis il y avait du stitching entre les deux. Donc, ça faisait vraiment, vraiment impressionnant à l'arrivée au kiosque. Juste ici, c'est où ce que vous me rencontrez, on va dire. Puis là, on rentre dans le kiosque, puis on va voir les séquences, disons, toutes les présentations, un après l'autre, faire le tour comme ça. Mais généralement, on va le faire par slide aujourd'hui, ça va être un peu plus rapide. Ça, c'est le boot layout de qu'est-ce que ça a l'air. On parle de tout vraiment. Il y a plusieurs nouveaux créneaux d'équipement, comme le IP. Le 4K est extrêmement présent dans notre kiosque, que ce soit sur des caméras, sur des serveurs ou quoi que ce soit. Les moniteurs, il y a eu beaucoup de nouveaux produits là-dedans et tout ça. On va pouvoir en parler avec les slides qui s'en viennent bientôt. Sur le set de caméra, c'est quand même un gros setup. Là, on parle d'à peu près 60 par 30. On parle environ une soixantaine de caméras alentour du kiosque. Ça tient la place assez occupée, est dans une place assez seule elle-même. Donc, le monde peut quand même se déplacer, voir les caméras, parler à des professionnels, poser des questions. C'est sûr que le message, c'était le 4K avec la haute définition. Il y avait beaucoup de wireless workflow à travers le kiosque. L'XAVC, qui s'en vient de plus en plus présent dans notre domaine. On a des nouveaux produits qui est sorti là-dessus. L'XDCAM, les disques, les PD, on a une nouvelle caméra qui est sortie aussi. Puis on a aussi nos produits les plus importants ou les plus connus, comme la 65, la 55, la 5, la petite 400, la Z5 qui était la première petite caméra 4K, puis la petite caméra 4K qui est la 7S qui est sortie récemment, qui a eu beaucoup de presse récemment. Dans le DI, parce que de plus en plus, il y a beaucoup de produits professionnels qui embarquent avec le produit broadcast, comme des petites camcorders 4K, comme des petites action cam qui ressemblent un peu à une GoPro, on va dire, qui est 4K S, qui a une très belle qualité avec beaucoup d'accessoires qui vont à l'avant. La nouvelle Alpha, la 7, la 7R, la 7S, avec le Mirrorless Technology. Puis toutes nos petites caméras qui est connue à travers l'industrie en XAVC pour avoir une bonne profondeur de champ avec des beaux chipsets et tout ça, c'est tout dans le côté DI. Sur le côté workflow, encore, on parlait beaucoup d'XAVC, beaucoup de third-party NLE qui sont attachés à nos produits, que ce soit Avid, que ce soit toutes les autres plateformes qui existent. Ils étaient tous dans nos kiosques là, pour justement montrer les différentes facettes de montage que tu peux faire avec les équipements chez nous. En termes de camcorder, c'est assez limité comme produit parce que ça va sortir vers le mois de septembre. C'est la nouvelle PXW X180 qui sort, comme je vous dis là, vers le mois de août. Ça a été reporté d'à peu près un mois. C'est une caméra qui est extrêmement performante. Je n'irai pas à travers tout ce que tu as en ce moment, là, mais vraiment, elle a une très bonne lentille. C'est très wide. C'est du LexAVC. Elle fait du long GOP, elle fait de l'MPEG, elle fait du DV, elle fait de l'AVC HD. Elle fait à peu près tous les codecs possibles d'enregistrement. On parle du Wi-Fi aussi en transmission. Elle a un GPS à l'intérieur. Vraiment, c'est une caméra qui est complète. Là. Puis on parle d'une caméra qui va coûter environ 6 000 liste environ.
Elle va avoir justement la bonne fonction qu'il y a, c'est du neutral density. À la place d'avoir avoir des neutral density fixes, lui, ça va être du 1 quart à 128, puis tu vas pouvoir le dialer à travers. Donc, tu vas pouvoir jouer avec ton neutral density back and forth avec cette caméra-là. Ça, c'est à peu près toutes les fonctions qu'elle peut faire en temps d'enregistrement, les codecs d'utilisation qu'elle utilise, que ce soit l'MPEG, que ce soit l'MXF 50 Mbps, le 35 Mbps dans l'XDCAM, l'MXF plus haut, comme l'XAVC Intra et l'XAVC Long Up, qui est des formats qui est après, justement, être créés en ce moment, puis plus utilisés dans le système. Elle a un nouveau interface qui s'appelle un MI-Shoe. C'est juste sur le dessus du viseur. C'est un petit connecteur que tu peux soit utiliser un sans-fil, un receveur que tu peux plugger dedans, ou bien non, une lumière, comme vous voyez là. Aucune connexion, aucun filage, c'est directement sur le MI-Shoe. Puis ça va être intégré à cette caméra-là, que ça va donner un avantage sur le côté sans-fil qui va pouvoir se connecter directement dessous la lumière. Sur le wireless, justement, c'est NFC, c'est que Sony avec NFC, c'est que n'importe quand tu présentes une plaque ou maintenant un téléphone avec l'NFC à côté de l'appareil, tu vas t'intégrer automatiquement avec ce produit-là. Donc, tu vas avoir la 180, tu vas prendre ton téléphone, puis tu vas pouvoir te connecter dessus automatiquement, puis tu vas pouvoir avoir du sans-fil automatique. Elle a le wireless function avec une petite clé là, qui s'appelle un UFU WLM3. Tu le plugues dedans et tu vas pouvoir faire de la transmission sans fil pour pouvoir te connecter dessus, pouvoir à travers les smartphones et tout ça. Et le recording media, c'est à peu près tout. Vraiment, là, on parle de, que ce soit des S-by-S, du XQD, des cartes SD ou n'importe quel autre média, adaptateur et tout ça va être compatible à ce produit-là. Quand on parle des caméras Cine Alta, c'est sûr que la PNW F55 et la F5, c'est les caméras les plus connues en ce moment dans ce domaine de caméras-là. On a présenté le Software Upgrade 4.0 qui rajoute le cache recording, l'interval recording. Le user menu maintenant est accessible directement sur le côté de la caméra. Le S-Gamut est maintenant disponible directement sur la caméra. Aussi, on parle, cache recording est disponible en plusieurs fonctions, en tant qu'XAVC ou l'MPEG, qui va donner jusqu'à 15 secondes de cache recording. L'interval recording, vous voyez en bas, c'est les frame rates qui sont accessibles maintenant avec la 5 et 55. Le user menu, maintenant, auparavant, il fallait regarder vraiment dans le viseur pour pouvoir voir le menu. Puis si tu n'avais pas de viseur, mais tu avais un petit problème, il fallait que tu fasses un vidéo out dessus. Maintenant, il est accessible directement sur le côté de la caméra, qui est un avantage. Le S-Gamut 3 qui vient de sortir, justement, ça combine justement ACES, ITUR et BT2020 tous ensemble. C'est un nouveau concept, puis les papers sont après se faire, justement, les technical summaries sont après se distribuer en ce moment pour donner une meilleure explication sur ce produit-là. Et après ça, le proxy avec l'HDCAM SR est maintenant disponible directement sur une carte. On accepte aussi le CBKDC B01, qui est un contrôle de zoom focus qui peut être intégré directement à la caméra. 3D LUT directement en RAW, Return Button que tu peux l'avoir directement, puis maintenant HDMI 2.0 est disponible sur cette caméra-là. Sous peu, au mois de septembre environ, on va avoir accès aussi au codec ProRes puis au codec DNX HD. Qui va être basé sur une licence d'acquisition. C'est que la licence va être disponible et downloadée sur cette caméra-là. C'est qu'en plus de tous les autres formats qu'elle enregistre déjà, qui est à peu près tous les formats possibles, les deux seuls qui manquaient, c'était ces deux-là. Et ça va être disponible justement au mois de septembre. Et aussi, ils ont annoncé que la F5, il va y avoir un upgrade disponible pour la faire monter à une F55. Il va y avoir un coût, bien sûr, pour monter ça. On fait quand même une modification extrême. Mais quelqu'un qui a acheté une F5, qui veut être augmenté ou monté à une F55, ça va être possible avec l'acquisition de ce upgrade-là. Et ça se fait au service où on change vraiment le capteur, le motherboard, on change vraiment la caméra pour qu'elle finisse une 55. Ça aussi, ça va être disponible environ vers le mois de septembre-octobre. Le ProRes, les codecs, justement, là, les supports qui vont être utilisés, là, ça va être du 422HQ, du 422, vous allez voir. C'est directement les bitrates qui sont disponibles là. Puis le DNX HD, c'est le 220, puis c'est le 145, qui est pas mal les normes qui sont utilisées en ce moment à Montréal, que ce soit avec Harry ou avec les autres caméras qui existent en ce moment. Et les autres codecs. La F55 aussi, elle a un nouveau build-up kit qui va justement être extrêmement léger. C'est fait pour que la caméra, la 55, devienne à peu près comme une 500 ou une 700 ou une 800, une caméra ING portative que tu peux se mettre sur ton épaule et contrôler. Direct Audio Volume, donc un contrôle audio directement à l'avant de la caméra, comme les caméramans aimeraient l'avoir. Tous les entrées et sorties vont être sur la caméra.
Pour vous donner une idée, ça a l'air un petit peu rudimentaire comme slide, ça, c'est pas moi qui le fais, je vous le jure. Les dessins, c'est assez simple, là, les rods vont être accessibles, il va y avoir un slide shoulder pad pour l'épaule, rosette pour les connecteurs sur le côté, nouvelle poignée avec un mic holder pour mettre un shotgun dessus. Tout ce que vous avez besoin en tant que le record start, le volume, shutter, auto-wipe, tout ce qu'il y a à l'avant de la caméra va être disposé à l'avant. Et à l'arrière, tu vas avoir tous les contrôles audio comme d'habitude. Tu vas avoir tous les connecteurs XLR, l'I-Rose, les XLR 4 pins, tout le kit. Puis toute la sorte de voltage que tu as besoin pour faire ton Hi-Rose out, ton D-tap pour aller avec tes sans fil ou quoi que ce soit, va être intégré directement à cette caméra-là. Devrait arriver vers le mois de septembre, octobre. Un prix suggéré, c'est environ 10 000 en ce moment, mais ça n'a pas été confirmé encore. Puis c'est ça que ça va avoir l'air vraiment. J'ai pris une photo au NAB, puis je l'ai mis directement sur la slide. Bien sûr, la 55 est aussi adaptable studio, où on a un kit complet, un BPU avec un CA et tout ça, et tu peux prendre une 55 et la mettre en configuration de studio. Puis quand on parle studio, on parle studio 4K ou studio HD. Puis on parle aussi d'une caméra qui peut prendre n'importe quelle sorte de lentille, que ce soit du B4, que ce soit du PL, que ce soit à peu près n'importe quelle sorte de lentille, EF de Canon ou quoi que ce soit, qui peuvent être intégrés à ça. Ça fait que tu peux faire vraiment un end-to-end solution avec une F55, du bas au très très haut. Pour les objectifs, justement, il y a l'Optitech qu'on utilise en ce moment, MK2, pour mettre les EF compatibles avec la 55. Il y a aussi le Prime Circle qui existe, qui est très connu aussi sur le marché. L'Abacus 132, qui est un nouvel adapteur qui va incorporer les 16 mm, les objectifs 16 mm sur cette caméra-là. Fait que là, tu vas pouvoir faire du 16, du 35, tu vas pouvoir faire du B4 et tout ça. Tu peux seulement l'utiliser en 2K Center Scan, mais ça fonctionne très, très bien. Puis tu peux utiliser des lentilles qui sont déjà dans vos locaux quelque part. Quand on parle de la 4K, c'est sûr que tu as besoin de faire du stitching ou quoi que ce soit. C'est que sur des grosses productions, tu as besoin de faire de l'acquisition avec la 5 ou la 55 ou n'importe quelle sorte de caméra directement à un serveur quoi que ce soit, qui est un XAVC server qui avait aussi au NAD, qui s'appelle un PWS 4400. Lui, c'est un 4-canal 4K slow motion intégré. Transcodage à l'intérieur, puis aussi un HD cutout. Donc, je peux prendre un HD cutout, me promener dans l'image et la sortir sur un moniteur. Donc, je peux faire des zoom in et des zoom out et aller left and right, puis pouvoir montrer l'image. Et avec le camera stitching qui est disponible en option, je peux aller jusqu'à 3 boîtes dans le même écran. Je pourrais avoir 3 contrôleurs qui contrôlent 3 images séparées. Je pourrais zoomer, zoom out et je pourrais même faire du parallaxe à travers tout ça. Et le Live Illustrator, c'est un autre software qui est disponible, qui va vous donner une multitude d'informations ou de la formation dynamique, là, des logos, des draps, des dessins, tout ça, des vitesses et tout ça. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, tu regardes le stitching software qui va prendre 2 images qui sont de side-by-side comme ça, il va les coller une à côté de l'autre, et de là, tu vas avoir une immense image où ce que tes cubes vont passer à travers, ce que tu vas pouvoir passer à travers, et pouvoir montrer le playback de tout ça. Différentes façons de stitching qui est disponible. Vous allez voir aussi que directement, oups, j'ai fait blackout par erreur. Si vous regardez ici, vous avez 2 55 qui sont l'une à côté de l'autre, puis ça, c'est les riggings qui sont tellement dessus. Fait que tu pourrais prendre les 55 et faire des sorties extérieures, faire des tournages normaux, revenir, mettre les lentilles, puis directement les remettre sur le rig, puis continuer à faire ta présentation 4K. Ça faisait drôle, le blackout. Le Telestrator, c'est ça, c'est une autre information que tu peux avoir, les free hands, la vitesse, le free kick, les informations, les distances, la rapidité du joueur. Il y a plusieurs informations que tu peux mettre sur Telestrator pour rendre ton image plus intéressante. Avec le 4K replay, ou ben non, du 240, 360, ou juste du replay standard, ça vous donne exactement des vitesses de slow-mo qui peuvent aller jusqu'à 600% dans certaines fonctions. Donc, un système de stitching complet peut vous montrer un système là, vraiment là, de compatibilité de caméra 4K jusqu'au serveur, jusqu'en slow-mo, jusqu'à l'enregistrement total pour aller à des switchers 4K. XAVC, justement, c'est exactement la même chose. Là. On peut aller jusqu'à des F65 maintenant avec un adapteur. Puis on peut faire exactement le même line-up qu'on a fait avec la 5 et la 55. Pour les migrations, les HDCU 1500 qui existent en ce moment sur le marché, qui est pas mal un standard sur le côté technologique ici, pas rien qu'à Radio-Can, mais à peu près tous les broadcasters. L'HDCU 1500, il va avoir une modification pour pouvoir accepter le 4K, puis marcher avec ces fonctions-là. Shoulder camcorder. La 700 et la 800 vont être remplacées par une 850.
Pour y aller rapidement, ça va être disponible au mois de septembre-octobre, à peu près IBC timeframe. Ah oui. Elle va être un peu plus légère, 62 dB, donc meilleur signal to noise. Elle va avoir un nouveau LCD qui est beaucoup plus performant. Elle va avoir aussi l'accès de CAFB et CATX, qui est des adapteurs Triax ou Fiber. Oh boy, on va dire comme moi. Petite caméra PMW400. La 400 et la 300 est maintenant XRVC. Le software est disponible maintenant. Je vais passer derrière ça. Ça, c'est les adapteurs qu'on parlait tout à l'heure. Nouveau viseur LCD. On parle des nouveaux viseurs qui vont remplacer le 730 et le 550. Et c'est tout simple. Ça va être remplacé quand je vais l'avoir. Voilà, par un L770 et un L750. C'est des nouveaux viseurs qui vont être beaucoup plus performants. Et mon temps est pas mal terminé. Merci. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Quelque chose? Toi, je le savais. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Il me manque un peu de temps. Je le sais. Prochaine fois. Prochaine fois. Ou après. Là. Ou après. Ouais, c'est ça. Vous allez vous revoir, Anoué, je suis Bon, sûr. je vais aller chez vous. Ben, merci beaucoup, Richard. Merci. On prend une pause, je pense? Non. Non? L'autre prochain? Go, go, go. Excellent. Excusez. Je suis. C'est pas écrit, Anoué. Bon, ben, j'appellerai Denis. Denis Cyr. Venez me rejoindre à l'avant. C'est à ton tour. Denis Cyr, qui est directeur régional de l'Est du Canada pour les ventes, chez Ross, vous l'avez deviné. Fait que... pour le laser, avance, recule. Ça, c'est le blackout. Oh, le blackout qui est là. Oui, il est là. Il est bien caché. Hein? Go! Donc, je recommence. Mon nom est Denis Cyr, je suis le directeur pour l'Est du Canada pour Ross Video. Ross célèbre ses 40 ans cette année. Et à l'occasion, on s'est permis un nouveau logo, une nouvelle couleur, légèrement différente, pour célébrer ces 40 ans-là. Et notre tagline est devenu Production Technology Experts. Succès de croissance au-delà de 500 employés, 23 années consécutives de croissance sans aucun recul. The outrageous things, c'était notre buzzword au NAB cette année. Outrageous things about Ross. Je viens de mentionner 23 années consécutives. Durant 40 ans, jamais été vendu et pas à vendre. 10 acquisitions dans les 5 dernières années, 4 dans les derniers 12 mois. On est très actifs. On a des produits sur la station internationale, dans l'espace. Fearless about new technologies, très innovateur de ce côté-là. Intéressant, il y a 10 du personnel de Ross qui travaille à la vérification de produits avant que ça soit relâché dans le grand public. Puis il y a 25 de moyenne de réinvestissement dans la recherche et développement qui se fait, qu'on me dit est au-dessus de la moyenne de l'industrie. Au NAB cette année, 9500 pieds carrés, notre kiosque, ça grossit. 138 personnes de Ross présents au NAB, puis beaucoup de nouveaux produits que je ne pourrais pas avoir le temps de tout vous parler aujourd'hui. Une des plus récentes acquisitions, on a fait l'acquisition d'une compagnie qui s'appelle MCP en Floride, qui avait un Sprinter mobile. On a fait l'acquisition de cette compagnie-là. On a changé le nom pour Ross Mobile Productions. C'est maintenant notre 4e Sprinter qui va être situé à New York. Non, ce n'est pas rendu au Canada encore, mais ça s'en vient. La raison de Open Truck, c'est pour standardiser dans cette grosseur de camion-là, avec des partenaires dans l'audio, l'intercom, les replays et naturellement aiguilleurs, ainsi de suite, les produits Ross. On forme une communauté Ross qui va faire l'échange technologique, informatique et de services dont la formation gratuite de tous les aiguilleurs, les freelancers, les pigistes qui vont vouloir apprendre ces produits-là. La formation va être donnée gratuitement. Une nouveauté qu'on a lancée au NAB, Inception News. Donc,
voici notre produit dans les Newsroom Systems. Tout à fait nouveau, c'est browser-based, c'est Moz native. C'est story-centric, mais également on a un autre produit qui s'appelle Inception Social Media, qui est incorporé pour toute la gérance et l'édition, ainsi de suite, des médias sociaux. C'est tout inclus dans le produit Inception News. On a fait une acquisition. Après avoir lancé le produit, habituellement, c'est le contraire. On fait une acquisition avant de lancer un produit. Nous, on l'a fait à l'envers. On a lancé Inception News et on a annoncé au NAB l'acquisition de Easy News, qui est une compagnie américaine qui avait à peu près, je pense, au-delà de 200 installations aux États-Unis. On a fait l'acquisition de cette compagnie-là, qui nous situe maintenant dans les top 5 fournisseurs de systèmes de nouvelles. Un autre produit qu'on a hérité avec l'acquisition, c'est Easy Prompt. Fait qu'on a maintenant un standalone pour les télésouffleurs, les softwares pour les télésouffleurs. Il y a au-delà de 6000 clients mondialement qui utilisent présentement cet Easy Prompt-là. Nouvelle du côté d'Expression. Expression, c'est notre CG, notre engin de graphique. On a présenté au NAB la fonctionnalité maintenant des tickers, fait qu'Expression Ticket, et puis Expression Branded pour faire du branding. Pour les sports, le trafic, ce que vous pouvez vous imaginer, là, des weather alerts, et ainsi de suite, on peut faire tout ça. L'autre nouveauté du côté d'Expression au NAB, c'est Expression Go. Fait que nos produits Expression Prime, Expression Studio puis Expression Blue Box peuvent être contenus dans un portable conjointement avec la compagnie Aja, leur produit Thunderbolt. Fait qu'il n'y a pas de compromis, c'est la même qualité de CG et de production qu'on peut faire à partir de ce produit-là. Dans notre famille de robotique, du côté de CamBot, les trois produits, série 500, série 600, série 700. Et du côté de Furio, qui est un système de robotique sur rail, le Furio Robo et le Furio RC pour Remote Control. La différence entre les deux, il y en a un qui sert plus dans des cas de précision, les sets virtuels, la réalité augmentative ou augmentée. Tandis que le Furio RC, c'est plus pour des événements live, des concerts, où la précision n'est pas requise, mais la rapidité est requise. Nouveau au NAB, on a lancé un nouveau pan bar pour le Furio RC. Donc, au lieu d'être obligé d'opérer à partir d'une console avec un joystick puis des pédales, on peut maintenant utiliser un pan bar qui donne la même sensation qu'une vraie caméra pour les caméramans. On a toujours les pédales, naturellement, et les moniteurs. Fait que ça, c'est le pan bar de Furio RC. Les sets virtuels et la réalité augmentée, nous avons des solutions. On travaillait conjointement avec un partenaire américain qui s'appelle Unreal. On a mis des solutions, on a packagé des solutions avec Expression, puis nos familles de robotique pour pouvoir offrir des solutions pratiques et moins dispendieuses. En parlant de Unreal, on a annoncé au NAB, on l'a appris à notre première réunion au NAB, nous, le jeudi, que Ross venait faire de l'acquisition de Unreal. Fait que Unreal est maintenant fait partie de la famille Ross. On a un road tour de les sets virtuels et la réalité augmentée. On a déjà commencé au début de l'année. Ils ont tourné aux États-Unis beaucoup. Ça va venir au Canada. J'essaie de l'emmener à Montréal. Je devrais être capable de réussir. Fait que ce qu'on fait, on a un kit, l'Expression, le switcher, un robot, puis le software d'Expression. Puis sur site, on peut installer ça dans à peu près 2 heures pour vous donner des résultats un peu comme ça ici. Vous allez voir des exemples de sets virtuels, de réalité augmentée.
Ça, il faut tout se souvenir, c'est fait dans un espace restreint où on donne la présentation. Et c'est monté dans à peu près 2 heures. Beaucoup d'applications. Ça, on a tourné ça au Red Bull en Europe, je ne sais pas de la place, en Australie. L'application nouvelle. L'application météo. On a vu la transition rapide du green screen. Avec l'acquisition de Unreal, on offre maintenant également les services de design. Fait que pour les personnes qui voudraient faire le design de leur set virtuel ou incluant la réalité augmentée, on offre maintenant ces services-là. OpenGear 3.0, ceux qui ne connaissent pas OpenGear, c'est notre plateforme, on a lancé, là, je pense, 7 ans à peu près, 7-8 ans. Et c'est la seule plateforme mondiale qui peut accepter les cartes de différents manufacturiers, tout à l'intérieur de un châssis, et d'être contrôlé par un système de contrôle qui s'appelle Dashboard. On a commencé en 2006, on avait 3 partenaires, dont nous-mêmes. En 2013, vous pouvez voir la charte, on a au-delà de 60 partenaires qui manufacturent des produits. On peut voir la quantité de châssis OpenGear qui ont été vendus entre 2006 et 2013. Puis on offre au-delà de 500 différentes solutions de cartes qui vont à l'intérieur de OpenGear. Un nouveau produit qu'on a lancé dans la famille d'OpenGear, c'est MasterSync Reference System avec un Auto Changeover. Ça vous donne un petit peu les caractéristiques. Les applications. Un autre nouveau produit dans notre famille de mise en onde, Master Control. On a, excusez, on a introduit un nouveau contrôle, un nouveau panneau de contrôle cette année pour le MC1 qui est notre Master Control System. Dashboard. Dashboard est notre logiciel de contrôle. C'est utilisé à partir pour des applications dans OpenGear. On sert de dashboard dans nos aiguilleurs. Ah, j'en ai une ici. Merci. On s'en sert dans nos aiguilleurs. On peut communiquer entre différents produits ROS à travers le dashboard. Un nouveau produit qu'on a lancé également, c'est pour les assemblées nationales. On peut créer les GUI par l'entremise de dashboard pour prendre le plein contrôle d'une assemblée nationale et tous les membres avec les presets de caméra, ainsi de suite, l'audio suit, ainsi de suite. Fait que c'est un service qu'on offre présentement. Overdrive, notre système d'automation, numéro 1 système mondial. On a introduit Caprica. Caprica fait partie de la famille. C'est une interface qui va permettre maintenant d'opérer Overdrive avec d'autres marques d'aiguilleurs. Dans le passé, ça a toujours été avec un aiguilleur Ross. Maintenant, on commence à ouvrir les possibilités. Les premiers avec lesquels on interface, c'est Kayak de Grass Valley. On est en développement avec Sony pour les 7000X et les 8000X. Carbonite, notre mid-range, moyen de gamme. On offre, ne sont pas tous là, on offre maintenant 9 panneaux de contrôle, 4 différents châssis dans cette famille-là. Les nouveautés qu'on a introduites au NAB cette année, ça a été les Mini-Me. Les Mini-Me, ce que ça vous donne, c'est que ça vous donne 4 mini-ME qui
peuvent être utilisés au début, au milieu ou à la fin du stream de production. Et ça vous amène, vous pouvez acheter un Carbonite de 1 ou 2 ME. C'est les possibilités qu'on offre. Et avec ces 4 ME-là additionnels, ça vous en fait 6. Fait que vous pouvez faire beaucoup. On peut faire un 8 boîtes, comme qu'on voit là, en utilisant les Minimis. Puis beaucoup d'applications, on peut réaliser en se servant seulement que des Minimis sans être obligé d'aller utiliser les ressources d'IME. D'autres nouveautés qu'on a lancées avec Carbonite, ça en passant, c'est gratuit, là, les Minimis. Ce que je vous montre ici, c'est tout gratuit dans les nouvelles versions de software. Les multi-screen, fait qu'on peut faire jusqu'à 4 écrans avec une image, une seule image, différentes images, on peut quiller là-dedans, ainsi de suite. Et on fait le edge blending également. On a introduit aussi au NAB le 2.5 ME. Fait que nos 2 ME deviennent automatiquement des 2.5. En plus des programmes puis des presets. Puis encore une fois, c'est gratuit pour tous les clients de Carbonite depuis le numéro de série 00001. 2 nouveaux panneaux. C'est pour ça que je vous dis, on est rendu maintenant à 9. Fait qu'on a, vu qu'on a 2.5 ME maintenant, on a introduit des panneaux de 3 ME. Fait qu'on a un 3S avec 24 crosspoints ou on a un 3X avec 32 crosspoints. Mais il y a encore d'autres choses. On a annoncé Carbonite était compatible au NAB avec le 3G et le 4K UHD, 1080p, 5060. Puis, encore une fois, c'est gratuit. C'est fini. Oui, je dois t'arrêter. Une dernière chose. Non. Merci beaucoup, Denis. Tu peux laisser ton vidéo rouler pendant que tu t'en vas. Oui, accepter OK. ça. Tu m'as pas donné mon 2 minutes. Ben, j'ai essayé, mais tu m'écoutais pas. Tu n'écoutais pas. Acuity, c'est notre nouvelle famille d'aiguilleurs. Je vous invite à revenir la semaine prochaine quand notre partenaire Applied Electronics va vous parler un petit peu plus en détail de Acuity qui va remplacer nos aiguilleurs de cuisine. Merci. Merci, Denis. On va prendre une pause de 5, 10. Denis. Amène de choses. On va prendre une petite pause, puis on va vous revenir par la suite. Merci. Ben, je vous inviterai à reprendre place. On va continuer la suite du speed dating. Fait que notre prochaine date est avec Monsieur Thomas Cadieux, qui est responsable des comptes entreprises chez Avid. Thomas, à toi la parole. Merci. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Merci de nous accorder ce temps à tous. Alors, moi, mon thème, c'est, comme les autres, les faits saillants du NAB 2014 pour Avid. Alors, un des... Coupe chrono. Il n'était pas. Pas en HD non plus. Alors, on ne peut pas parler du NAB 2014 et Avid sans parler du Avid Customer Association, qui est une rencontre qui s'est produite dans la fin de semaine avant le NAB. Alors, qu'est-ce que c'est le Avid Customer Association? C'est nos clients, un conseil d'administration d'abord de nos plus grands clients internationaux à travers le monde. Et non seulement ce conseil d'administration, mais les groupes usagers, l'événement annuel qu'on a eu et qui sera suivi de d'autres événements et des sous-conseils qui se concentrent sur des aspects spécifiques et font des recommandations, où nos clients font des recommandations à Avid sur les directions de l'industrie, sur les solutions recherchées, etc. Donc, dans cette Customer Association, on recherche vraiment l'input de nos clients à travers le monde. Donc, pour 2014, c'était un grand succès. On a eu plus de 1000 participants de 40 produits, de 40 pays, je m'excuse. Et c'était la première réunion des conseils qui se sont réunis.
Et il y aura d'autres événements à IBC cette année. Et on a déjà fixé la date, après ce grand succès, pour l'événement de l'année prochaine. Et vous êtes tous cordialement invités l'année prochaine, avant le NAB, réserver les dates du 10 au 12 avril 2015. Le thème pour AVID cette année, au NRB 2014, un des thèmes très importants, c'est l'introduction de la Media Central Platform. Alors, qu'est-ce que c'est le Media Central Platform? On réunit autour d'un effort de développement de plateforme tous les produits que vous connaissez, audio autant que vidéo, nouvelles, post-prod, etc., sur une même plateforme pour pouvoir unifier, par exemple, l'accès des tierces parties. Traditionnellement, on a eu des interfaces, des API tierces parties niveau audio, niveau vidéo qui ont parfois été différentes. Et alors, l'effort va être maintenant de unifier ce qu'on offre, les solutions qu'on offre à nos clients et de faire bénéficier nos clients d'un effort plus unique, plus unifié, par exemple, envers les tierces parties ou, par exemple, envers une authentification unique sur tous les systèmes. Nos produits viennent se superposer dorénavant sur cette plateforme et aussi, donc les produits sont par exemple la suite on appelle en anglais Artist Suite, je dirais la suite de création en français, Media Suite qui sont Interplay PAM, Interplay MAM par exemple, donc tout ce qui est gestion média et aussi la suite des produits de storage. Donc les produits que beaucoup d'entre vous connaissez bien. Qui seront évidemment supportés par les services qui seront offerts dorénavant par la plateforme. Et tout ça, on va en parler un petit peu plus tard avec une interface usagée qu'on appelle maintenant Media Central UX qui vient apporter des bénéfices à tous les autres produits et solutions qui sont disponibles sur la plateforme. Un aspect intéressant aux extrémités qu'on veut développer dans l'avenir, c'est les marchés. Donc, on croit que nos solutions pourront offrir des créneaux de distribution dans des marchés publics ou privés, ou encore offrir des accès par marché de tierces parties vers la plateforme. Encore un accès plus unique. On va reparler un petit peu plus tard de comment certains des produits ou les produits se rattachent à ces concepts. Donc, annonce ONAB importante, dans le domaine Media Composer, les licences, on offre maintenant des licences, on offrait traditionnellement les licences perpétuelles, on offre maintenant des licences flottantes et des licences par souscription. On connaît bien les licences flottantes dans le monde de Interplay, par exemple, ou de iNews, mais sur Media Composer, c'était pas, on n'avait jamais introduit de licences flottantes. Maintenant, nos clients peuvent soit acheter des licences flottantes au lieu des licences perpétuelles sur Dongle, ou encore convertir leurs licences perpétuelles existantes dans des licences flottantes. Ce sont des licences qui seront servies par un serveur. Et donc, quand ils sont libérés, inutilisés, quelqu'un d'autre peut utiliser la licence. Et on offre aussi des licences par souscription. Et là, c'est vraiment, les licences peuvent être acquises au mois le mois même. Quelqu'un a besoin de 3 licences Media Composer pour 3 mois. Pour un projet qui prend un peu d'ampleur, il peut se procurer des licences comme ça. Ceci ne veut pas pourtant dire qu'on abandonne les licences perpétuelles. Les licences perpétuelles restent et les gens qui veulent les conserver peuvent les conserver dans le même mode qu'ils les ont eus traditionnellement. Donc, autre annonce au NRB, démonstration technologique, c'est le 4K sur ISIS. On a montré un DaVinci Resolve qui faisait jouer des médias à partir de ISIS et pour la version 4.7 de ISIS, on va supporter le 4K. Je ne vous donnerai pas tout le détail ce soir et on travaille présentement activement avec ces tierces parties pour fournir pour qu'ils soient qualifiés sur ISIS pour la collaboration 4K sur ISIS.
MediaCentral UX, donc l'interface usagée de MediaCentral. L'année dernière, on en parlait comme Interplay Central. C'est une série d'interfaces qui roulent dans un browser. On va en parler plus en détail, mais aussi le même service qui offre la capacité de distribuer les médias pour un Media Composer qu'on appelle dans Media Composer Cloud. Donc, MediaCentral, qu'est-ce que c'est? C'est des applications multiples qui fonctionnent dans un browser, excusez-moi, et qui permettent de faire des opérations de logging, dérochage, montage, différentes, pas pour remplacer Media Composer, mais qui sont complémentaires à Media Composer et Newscutter. Donc, oui, logging, montage de base. Par exemple, on a introduit le messaging avec des liens aux médias, qui est un service de message pour la collaboration à l'intérieur du système, pour que les gens s'envoient, oh, tiens, regarde tel truc sur tel locator. Ils s'envoient ça à travers ce browser-là qui est disponible dans MediaCentral. On a aussi beaucoup parlé de Interplay Distribute, qui s'appelait anciennement Pulse, qui offre la capacité de prendre du texte qui vient de iNews, du vidéo qui vient de Interplay i6, les combiner et les envoyer vers un créneau de distribution, par exemple Twitter, YouTube, Facebook, etc. Donc, le bénéfice ici est non seulement d'intégrer ces opérations qui souvent requièrent plusieurs interventions, parfois humaines, mais aussi d'intégrer un software bien pensé qui permet l'approbation, la mise en quarantaine de ce qui est soumis pour distribution et son approbation. Donc, on travaille présentement avec ces partenaires-là et on a des connecteurs écrits avec ces partenaires et on travaille qui sont les plus communs et on travaille sur des connecteurs avec d'autres partenaires. Nouveau produit introduit au NAB, MediaDirector, qui est un service de file-based ingest pour les formats de caméra qui qui utilise le AMA, les bénéfices que vous connaissez du AMA, mais dans un serveur plutôt que sur le système de montage pour prendre des médias et les acquérir. Mais ça orchestre l'acquisition des médias, leur transcodage, et ça va être compatible avec des systèmes de stockage autres que i6, donc, par exemple, une acquisition vers un nearline d'acquisition, et comme un parking pendant que la production finale se fait. Et donc, toute cette orchestration disponible à travers un engin. On a renommé Sphere Media Composer ou Newscutter Cloud, qui permet aux Media Composer d'accéder les médias à distance, soit VPN, 4G ou Wi-Fi, qui sont dans un système éloigné de i6 Interplay. Le système de gestion de salles de nouvelles, qui a un client lourd aujourd'hui, est disponible dans l'interface de MediaCentral. Et on a introduit le MediaCentral UX de iNews sur le iPad. Donc, ça ne permet pas la pleine fonctionnalité d'un client iNews, mais ça permet d'écrire des textes, de faire un travail, de revoir des textes, mais aussi de revoir une vidéo qui serait associée dans iNews à un item de nouvelles, directement sur le iPad. Ça offre aussi un mode présentateur, donc le texte du journaliste qui a pu présumément écrire dans son iPad directement dans iNews à distance pendant qu'il est éloigné de sa base de travail. Il peut mettre le texte en mode présentateur. Il ne faut pas faire erreur, ce n'est pas un remplacement de prompter.
la personne tient le iPad, regarde son texte, c'est un aide-mémoire où il pourrait même interagir avec le iPad s'il veut, mais ce n'est pas visé comme un remplacement de prompter. Il y a des prompters maintenant qui sont disponibles sur iPad, mais ça, c'est vraiment un mode d'aide aux présentateurs dans l'outil iNews. On offre les mêmes fonctionnalités, vu que c'est iOS, sur le téléphone. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu petit pour écrire un texte de dépêche de nouvelles sur un téléphone, mais enfin, si le journaliste n'a rien d'autre, c'est déjà ça peut être un gros plus. Donc, ces fonctionnalités qu'on a introduites sur iOS, on a annoncé au NAB qu'ils seront disponibles sur Android dans le deuxième quartier de 2014 et sur Android pour les tablettes dans le quatrième quartier de 2014. Et on pense que Android est la plateforme qui va être la plus populaire ou qui semble la plus populaire auprès de nos clients présentement après iOS. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on voit, on a vu au NAB 2014, c'est comment ces produits, ces solutions dont on a parlé viennent s'insérer sur la plateforme, les produits que vous connaissez bien, viennent s'insérer sur la plateforme Média Central et offrent et promet d'avoir une plus grande capacité d'interaction avec les tierces parties et avec ces marchés dans l'avenir. Et voilà, je pense qu'il me reste 1 minute 53 secondes. Est-ce qu'il y a des questions? C'était trop clair. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Très bonne présentation. Merci bien. Notre prochaine date avec M. Gilles Morancy d'Imagine Communication, anciennement Harris. Gilles est directeur des ventes pour l'Est du Canada. Je vous laisse en bonne main. 1, 2. Laser, recul avant, puis blackout. D'accord. Ouais. Merci d'être venu. Ça fonctionne? Oui. Alors, cette année, Imagine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment focusé sur un petit peu un nouveau coup d'envoi pour la compagnie. Donc, on est passé du no-risk qui n'était plus disponible de façon légale. Donc, on ne voulait pas essayer de mêler tout le monde. On devait changer de nom éventuellement. On a choisi juste avant NAB de changer de nom pour devenir Imagine, qui est une compagnie qu'on venait tout juste d'acquérir au mois de janvier et qui fait des systèmes pour faire de la TV partout, over-the-top, TV everywhere, du transcodage pour des réseaux de tête de ligne, etc. Donc, on a fait l'acquisition d'Imagine et on a annoncé aussi au NAB qu'on avait fait l'acquisition de Digital Rapids, donc ce qui nous amène aussi tout l'aspect transcodage et streaming. Donc, un des pods qu'on montrait au NAB, c'était les services multiples en SDN, donc Software Defined Network. Donc, ce qu'on va voir de plus en plus dans le futur, le nouveau paradigme, ça va être d'interfacer des signaux IP avec des signaux traditionnels dans une facilité hybride. Donc, nous, ce qu'on a montré, c'est vraiment des façons de travailler de façon traditionnelle, donc avec des systèmes de contrôle, des software panels, des GUI web qu'on connaît, auquel on a mis une couche de contrôle. Et cette couche de contrôle-là est capable de parler à des applications software, donc que ce soit des softwares de médias, que ce soit des switches IP. Et à l'autre bout, ce qu'on a, c'est des bridges qui vont vraiment de baseband à IP et de IP à baseband. Donc, un des produits qu'on a fait dans ce sens-là s'appelle Magellan Orchestrator. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait, pour l'usager, ça fait apparaître une switch IP comme si c'était un simple routing switcher. Donc, on n'a qu'à faire une action sur un routing switcher ou sur un GUI, une interface, de demander une source ou une destination, et sans avoir à se préoccuper de ce qui passe au niveau de la switch IP. Donc, on peut carrément faire une action et créer une activité puis un lien.
Donc, ce qu'on donnait comme exemple très facile et très concret, en téléphonie, on a marché avec des frames huilés longtemps, puis on est venu avec des téléphones IP. Maintenant, ce qu'on a, c'est un mix des deux dans certains cas, puis tout ce qu'on a à faire, c'est composer un numéro, puis on entend une voix à l'autre bout. Donc, nous autres, on a rendu ça aussi simple que tu fais une demande et tu as ton résultat vidéo et audio, évidemment, qui suit. L'avantage de ça, c'est qu'au lieu d'avoir à créer des switches IP pour du broadcast, ce qu'on fait, c'est qu'on peut utiliser des switches broadcast, des switches IP existantes avec leur protocole et leur fiabilité connue. Donc, c'est l'orchestrateur. Ça se peut que ça dure moins de 15 minutes. Et je suis payé 10 piastres la minute que je coupe? Parfait. Donc, les topologies de système futur, ça va être l'aiguilleur SDI qui va être le noyau avec quelques signaux qui vont être en ramp-up et en ramp-down pour aller vers et du switcher. Il va y avoir des commutateurs IP qui vont être au centre, donc on convertit tout en IP. Et il y a aussi des systèmes hybrides qui vont être disponibles. Donc, avec Magellan Orchestrator, on fait vraiment le contrôle de toutes ces parties-là. Ton laser, c'est quoi déjà? Blackout. Donc, ici, ce qu'on a, panneau traditionnel, contrôle traditionnel. Orchestrator lit les protocoles des switches IP et parle aussi à nos ports d'entrée et sortie, nos passerelles vidéo IP pour faire la commutation des signaux. Dans la ligne de produits Selenio, on a aussi tenté de simplifier la gamme de produits parce qu'avant, il y avait à peu près 250 noms de produits, 250 branding. Donc, ce qu'on a fait sous la ligne Selenio maintenant, ce qu'on a, c'est tout ce qui est plateforme d'encodage, décodage, transcodage et over-the-top. Donc, Selenio Next vient de l'acquisition du groupe Imagine. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est une plateforme qui fait du StatMux, du reclamping, du downconvert et qui peut faire aussi de la stimulation au niveau du MPEG. Donc, tu peux prendre un gros paquet de signaux MPEG, les repasser dans ce reshaper-là et puis refaire encore, en tirer encore plus de jus. Et également, ce que ça peut faire, c'est que ça peut prendre les signaux et créer différents signaux pour l'Internet, le wireless, les tablettes, etc. Donc, TV over the top proprement dit, ou TV everywhere. Selenio Next est disponible en software ou en hardware. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans une plateforme de 1 rack unit, on peut établir, avec une carte, on peut faire 80 profils d'ABR, d'Adaptive Bitrate. 2 rack units jusqu'à 320 profils en HD et dans des frames, des châssis, on peut faire 1280 profils HD. Selenio Flex, c'est ce qui était anciennement connu sous le nom de Digital Rapid. Donc, on a des plateformes qui font du live à linéaire, donc vraiment de l'encodage, encore une fois, ABR, mais pour des systèmes, on va dire, peut-être pas de tête de ligne, mais des systèmes vraiment plus petits au niveau de la capacité. Selenio Flex peut faire aussi fichier à fichier, donc tout ce qui est transcodage et de n'importe quel format de sortie. Live à fichier, donc pour faire de l'ingest proprement dit. Donc prendre des sources qui peuvent être baseband, les ingester, les mettre sur des formes fichiers et de là on peut les transcoder. Toutes ces belles plateformes-là sont motorisées par Xenio, qui est notre Workflow Manager. Donc, Xenio permet de créer des workflows virtuels. Donc, on est capable de créer nos workflows transcodage, d'acquisition, de quality control à partir d'une simple interface GUI. C'était anciennement ce qu'on appelait Kayak dans le monde de Digital Rapid, pour ceux qui ont connu Digital Rapid. Selenio MCP1, donc on avait un châssis de 3 rack units Selenio pour faire des encodages traditionnels, donc encodage vers ASI, encodage vers IP, vraiment pour des réseaux, des têtes de ligne, du muxing, des choses comme ça. MCP1 est une version plus petite, donc plateforme d'un rack unit qui a été développée pour des plus petites installations ou des redondances différentes. Sur la même plateforme, on a développé le X100. Donc, il faut se rappeler que DPS/Leech/Aris est l'inventeur comme tel des processeurs, multiprocesseurs tout en un. Donc, notre nouvelle ONAB, c'était le X100 qui va se détailler autour de 5 000 $ et qui fait à peu près tout. Il peut faire du transcodage, il peut faire du
du HDMI, 16 canaux audio, 2 frame synchronizers complets, up-down converter, etc. Couteau d'armée suisse. On a une nouvelle carte JPEG 2000, donc en codage JPEG 2000 sur la plateforme Selenio. Un nouveau démodulateur, donc 2 démodulateurs sur une seule carte dans Selenio. Il faut se rappeler que dans 3 rack units, on peut rentrer 14 modules Selenio, donc ça veut dire 28 démodulateurs dans un seul châssis, avec 600 watts de puissance de consommation. Nexio, les serveurs, ça a toujours été un des points forts de Imagine. Donc, on voit ici de gauche à droite toute la gamme, que ce soit au niveau des SAN, au niveau du montage, au niveau des appliances qu'on appelle, c'est comme les transferts FTP, donc capture, c'est-à-dire les éléments pour bouger les éléments. Du online storage, du near online storage, donc toutes les solutions sont disponibles. Scalability. Ce qu'il y avait de nouveau au NAB, c'était le Nexio Player. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un des canaux Nexio en contrôle sur un GUI d'ordinateur. Donc, au lieu de prendre un codec hardware de ton système, tu peux prendre par FTP une image haute résolution. AmpShare, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un Nexio qui marche sur un SAN, donc pour les gros systèmes. Pour les plus petits systèmes, on a Nexio avec du stockage interne. Et pour les médiums systèmes à moins de budget, ce qu'on peut faire, c'est mettre plus qu'un serveur sur un serveur qui a du SAN. Donc, on peut amarrer jusqu'à 16 canaux, donc à partir d'un petit stockage interne de 8 TB, donc 14 TB, pardon. La nouvelle version de Nexio va être la M2, donc un 2 rack unit, génération 7, déjà des Nexio. À présent, à peu près tous les Nexio ont été backward compatible, donc on tend toujours à garder notre technologie qui est toujours à l'épreuve du futur. Versio est notre solution de playout intégrée. Donc, avec Versio, on a réussi à amalgamer toutes les forces de Imagine, qui étaient l'automatisation, qui étaient les serveurs, qui étaient le branding, le stockage, les FTP. On a tout mis ça dans une boîte. Donc, on peut faire vraiment, on a toutes les forces de vrai système broadcast intégrées dans une seule boîte d'un rack unit. On avait d'ailleurs en démonstration technologique un Versio qui était virtuel complètement, qui roulait sur une plateforme chez Amazon qu'on contrôlait avec notre automation localement du bout du NAB. Channel Brand, c'est le nouveau outil de branding qui était anciennement Icon Station. Donc maintenant, ça va être Channel Brand basé sur les outils qu'on a développés pour Nexio, donc ils sont plus modernes et tout ça. On est maintenant compatible avec Adobe After Effects. Également, on a annoncé de la compatibilité avec Avid ISIS, donc on est aussi compatible avec d'autres manufacturiers. Velocity, c'est notre système de montage, donc pour faire les newsrooms. Il y a une version qui peut être laptop ENG, une version qui peut être sur un SAN. Et mCapture, c'est notre système dans la gamme du Nexio qui permet de numériser des signaux ASI sans les décompresser. Et après ça, de faire, comme décoder les PID, et puis après ça, refaire un playback au niveau du ASI. Nexio Studio, c'est notre solution qu'on peut brancher sur nos serveurs Nexio, prendre le contrôle d'un ou plusieurs canaux, puis faire des applications studio comme du gang recording, du gang playback. Donc, pour faire des game shows, c'est bien populaire. Tu recordes plusieurs images au lieu de... Et tu vas en montage, tu fais jouer tes canaux que tu as tout numérisé. Donc, au lieu d'avoir à faire des caméras ISO quand tu es live, maintenant, tu peux le faire avec des signaux, avec Nexio. Les modes d'opération, c'est multicam, en rundown et add-on mode. 3 minutes, pas pire. Je vais réussir à parler 15 minutes. Nexio Ingest Suite, donc ça fait partie de notre suite de Asset Management. Donc, on a fait un nouvel outil de numérisation qui va être autant valide pour le Nexio, qui va être autant valide pour nos systèmes d'automation. Donc, ça va être Nexio Ingest Suite. Démonstration qu'on a fait, c'était du Ultra HD. Donc, on a montré un genre de passerelle de conversion qui fait 4 fois 1.5 GB qui upconvert à du 4K. On a montré aussi des codecs HEVC. Et voilà, je suis 3 minutes short, donc 30 $. Questions, commentaires? Merci. C'est vrai que vous avez fait un essai dans le monde
Oui, c'est sûr que c'est des démonstrations technologiques, c'est des proof of concept comme tel. Ce qu'on fait, c'est qu'on a juste lancé des playlists, qu'il y avait du matériel qui était résident déjà là-bas dans le frame d'Amazon. Donc, il y a une nouvelle playlist qu'on lançait. Une fois la liste lancée, c'est correct, mais on ne parle pas de timing pour revenir à un réseau ou quoi que ce soit. On parle plus de disaster recovery à ce point-là, avec des applications comme ça. Okay. Donc, ça te fait un système qui est brandé, tu as une chaîne qui est brandée, qui est protégée chez Amazon et qui peut être aussi occasionnelle. OK, ouais, occasionnelle. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Merci bien. Notre dernière présentation pour ce soir, ça va être avec Chris Kostiuk de chez Quantium. Merci, Chris. On passe en anglais, je pense. We switch in English. For a little bit. Okay. Go. Okay. Thank you very much. So thank you very much, SMPT Chapter Montreal, for welcoming us from Quantum to speak today. I also want to thank CBC Radio-Canada for hosting. Thank you very much. And here we go. Which is advance this way? Yeah, and perfect. That's the pointer. Oh, thank you very much. So again, thanks very much. My name is Chris Kostiuk. I'm the country manager for Quantum in Canada. And I'm joined by two of my colleagues at the back there, Scott and Laurent. And please, if you care to help me not have to take back so much stuff on my way home, please grab whatever you like at the back corner there. So without further ado, who's Quantum? So Quantum is a leader in shared storage, a scale-out storage for high-performance shared editorial, SAN, as well as automating the archival of your data to tiers of storage, leveraging some of our disk-based technologies, as well as tape and the cloud. So what we've noticed in the industry is this requirement as you finish a project and are working away. Maybe you haven't been paid by your client yet, and you need to relieve yourself and get more space on your SAN. You might just keep on buying more storage. So our approach has been instead to provide another alternative, which is to, instead of continuing to add more and more disk, is take another approach to the challenge and leverage an automation and policy-based archival solution. So that is, in fact, StorNext and our integrated HSM or tiered archival solution storage manager. So as a result, you can move to maybe SATA or more cost-effective nearline disk, or then potentially to tape as a deep archive, or leveraging object storage as a way for a low-latency, cloud-based multi-geo solution. So, and then I guess one of the things that Quantum would be commonly known for when it comes to StorNext is you'd maybe source a software from Quantum and then leverage maybe Dell or HP for server, one of our popular storage vendors like NetApp or Apple and their Promise storage, et cetera. What Quantum has done in the last few years is move to more of an integrated solution, the full stack, and providing not only the file system, which we are popular for, but also the metadata controllers, the operating system, storage, tape, so you have a complete end-to-end solution. And then we support all of your collaborative workflows, working with any creative suite, providing both fiber channel and Ethernet, whether that be gigabit or 10 gigabit Ethernet. We can support CIFS, NFS, in addition to our own protocol called Distributed LAN Client, which gives you the ability to saturate Ethernet connectivity for workflows like transcode or render. At NAB this year, if you weren't able to attend, one of the things that we introduced was the idea of making it even simpler to interact with Quantum. And that was leveraging what we call the pro solutions. So rather than having to work and get a quote with many, many different line items, what we did was try to look at what are the typical challenges that you face in your everyday work life. And that being, maybe you need to replace a SAN, maybe you had an XSAN or a Rourke-based
shared storage solution or Active, or looking for a way to collaborate for either Avid, Adobe, Final Cut, and all some of the what I call the heavy irons, the finishing systems like Autodesk and Resolve and Baselight, etc., Scratch. So what Quantum did was we picked 3 different solutions to kind of start as a starting point, and those are the Studio, 4K, and Production. And what it is bringing together, like I mentioned, all of that software, the storage, everything as a turnkey solution, including 3 years of gold support with 24/7 phone support with 30-minute response time and Next Business on-site, including all the what's it called, spare parts kits as well. So this is the starting point that we have, and it's called our Studio solution. And it's basically, if you look at the top here, if you would imagine that's a metadata controller, another metadata controller with failover, metadata disk, and then block-based storage. Now, with working with Quantum, what you can do is use our own storage or leverage whatever storage that you might have in place. So our CEO likes to say, think of these components as building blocks or Lego pieces that you can maybe do a phased approach. Maybe you have some Promise storage, for example, or NetApp storage that is working fine. It has another 2 or 3 years of life on it, and you don't want to throw the baby out with the bathwater. And instead, you can basically just purchase the brains of a SAN and then reutilize the existing infrastructure that you have. Anyway, so the Studio represents a point, and you can expand on that, adding more and more trays of disk, either that being SAS, SSD, or SATA disk. Obviously, many of you are facing the challenge of how am I going to deal with 4K playback in real time, and not just the compressed 4K codecs, but also a finishing 4K and uncompressed. So what Quantum offers is the ability to use SSD disk as the metadata here, rather than SAS storage. So you get a much better response time in terms of the smaller files that you're working with and the random I/O that would be required to read maybe a DPX frame sequence that might be on different places of the storage array. Then we're coupling that together with, again, in this case, 3 trays of disk in order to provide the spindle count in order to play back 4K uncompressed. And again, we do work with any uncompressed codec, but also the compressed codecs as well. So you can have, again, we kind of highlight here, with this configuration, you can have 6 streams of, I guess, 1080i uncompressed, and then working with some of the compressed 4K codecs, and then getting into uncompressed. So the next is those clients that are maybe facing the challenge of having a completely integrated solution for not only ingest, collaborative editorial, but also automated archival to tape. So in the stack of Quantum solutions, we're probably most notably recognized for our market share leadership when it comes to tape libraries. So many of you in this room actually have Quantum technology. So what we've done is we've bundled together our HSM and archival application we call Storage Manager together with one of our Scalar i500 libraries. And we do this with a slot-based licensing scenario so that no matter what generation of LTO you're using, so say it's LTO 6 today with 2.5 terabytes per LTO tape drive or tape slot. As we move to new generations, you would continue to just gain that capacity. So you're not paying as with many of our competitors licensed based on a capacity-based model, so you're paying per terabyte. So in this scenario, you have the solution of, instead of having to go to a third-party vendor like a Front Porch Digital, but we can integrate with that, but you basically can have a completely end-to-end Quantum solution for, again, collaborative editorial and SAN, but as well also the automated archive, so you can leverage this tiers of disk and tape, which at the same time, everything that you would look at from a user's perspective would look like it was on disk. So you have a very easy access, not having to change or learn new workflow patterns in your organization. All of your artists don't need to become archivists. They can continue to be the artists that they're there to help make you productive.
So in the recent days, we've basically moved to this idea that we understand that tape is a great technology for that deep archive, but we also have clients that have a requirement to restore in a faster way. So maybe you need a lower latency nearline solution to sit in between your primary storage and the tape archive. So Quantum has introduced a technology we call Lattice, and that's an object-based storage that basically can be multi-geo. It can retain the data forever. It's not based around RAID-based technology, so it doesn't have those inefficiencies like rebuild time and inefficiencies with losing the overhead based around RAID for protection. So to kind of split in the other half of what was really the big announcement for Quantum at NAB was this move to providing collaborative workflows that leverage object-based storage either in your own data center or working with cloud-based public or private-based offerings where you can deploy our technology there and be able to share the content across geographies. So the challenges that we're definitely facing is that you have teams of content creators that are collaborating across geography. And at the same time, the workflows and the number of formats and the resolution of those are getting much more higher resolution, taking up more space, and providing delivery across geography can be quite the challenge. At the same time, access to these assets is essential in order to keep going with new productions, new offerings each day. So what are with a public cloud, using something like, say, an Amazon, you face the challenges of maybe having to rewrite and integrate your applications with the interfaces that these public cloud providers offer. That can obviously be challenging and may not be the main part of your business, obviously, in actually being a production-oriented, creating the content in order to get that out, to the message out to your viewers. So the way that Quantum has approached this is to leverage our StorNext file system and virtualize not only the primary storage that is at your site, but also by leveraging object storage that can be multi-geo, it can be anywhere. We give you the opportunity to basically keep data on-site, off-site, be able to collaborate across geography, and this will make a little more sense as I go a little bit deeper. So right off the bat, StorNext as being the interface or the point where you're going to be editing, again, not having to learn how to do things in a new way. You can build upon the API and the REST interface that is part of StorNext, so that we work with our media asset management partners like Dalet, like VizRT, like some of the others that have been here today to talk with you, so that you're working with the industry standards and not having to rewrite the code or translate your production workflows into something different. So let me see here. The other challenge that many clients face is that if you're having to work with multiple geographies is when you're leveraging a cloud-based technology, you're maybe less just gaining a storage provider instead of somebody that really knows how your workflow works. So there's no gateways, no translation that needs to be provided. So as an example, we wanted to work with a couple of our partners. So we worked with Adobe Anywhere as well as the Levels Beyond Reach engine. And NAB, we put together a cloud-based offering so that the clients that were there could see how it would actually work in their organization. So we were able to deploy one of our object-based storage tiers right behind StorNext in the client's data center. We were also able to show an alternative where we're deploying in SuperNAP, the Switch data center in Las Vegas, so that no matter if the artists were in Montreal or in Vancouver or in Toronto, they would be able to access that content without having to have a replicated SAN scenario. So rather than having to deploy a SAN in each of those 3 cities, you could have an interface and a small amount of primary storage, but the bulk of that nearline resides on the internet, so it can be anywhere and be sourced anywhere. It can be updated, again, through the
Media Asset Manager, transcoded through our partner with Telestream. And this was just one example. Again, we could do the same with, and we've done it with CatDV. You can work with, again, Dalet has deployed this multiple times in both the US and Europe. And we're looking forward to deploying something like very similar here in Canada shortly. And then for the ultimate protection, you can deploy Lattice in each one of your data centers if you wanted to provide that peace of mind that if any one of your locations went down, operations could run seamlessly, smoothly across the country and using any of the other sites. So for example, say Vancouver, that site went down, all of the information would still be in Toronto and Montreal and could be leveraged that way and keep on air. So the idea being that to never go dark. So again, just the partners that we use in that solution, and it's basically a sample workflow, and that we can provide. At the back, we have some thumb drives that I'd encourage you to take with you. It shows a little bit more detail of how that workflow works. But again, it was to show an example of how we can do it with these technology partners, while we're very, again, open in terms of an agnostic partner that can work with Azure SAN technology, work with any of the asset management solutions, whether that's production asset management or media asset management. And that's just kind of more detail. Don't worry. I think we're running short on time. So thank you very much for your attention. And again, there's a couple of us in the back, and we definitely welcome any of your questions and look forward to working together with you. Thank you. Oh, sorry, were there any questions? 25 secondes. 20 seconds. Thank you for your attention. Thank you, Chris. Cheers. Thank you. Oh, give that to you. Oh, merci. Ben, merci beaucoup. C'était notre dernière présentation de la soirée. Je veux juste vous rappeler, avant de quitter, que toutes nos présentations sont sur le web. Vous allez sur notre site web SMPTE Montréal. Vous allez trouver les présentations des liens sur notre canal YouTube. Je vous invite aussi, pour ceux qui sont membres LinkedIn de SMPTE, où vous pouvez nous ajouter si vous ne l'êtes pas. Puis de deux, quand il y a des événements, ben, allez le liker. Dites que passez vos commentaires. Ben, c'est à ça que ça sert un peu LinkedIn, c'est faire partager votre réseau à notre réseau, puis ainsi de suite. Puis la SMPTE, c'est aussi ça, du réseautage social puis d'entreprise, donc c'est important. Un autre point, ben, je vous rappelle, semaine prochaine déjà, mardi prochain, c'est le speed dating des distributeurs. Par la suite, le bootcamp techno le 12 juin. Je pense que vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant sur Eventbrite. Vous allez trouver les informations sur notre site web, probablement. Oui, éventuellement. Merci, Daniel, directeur de communication. Puis notre tournoi de golf le 13 août. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir. Donc, à la semaine prochaine. Merci bien.